Bonjour à tous et à toutes. Goedemiddag iedereen and welcome everyone. We are going to start the fourth signing ceremony of the Sustainable IT Charter. It's actually also the third anniversary of the Belgian Institute for Sustainable IT. So I'm really pleased to have you all here today to watch what we're going to have first as a presentation and then to have the ceremony itself. So before we move on to the presentation, let me just remind you we have that's right now, the presentation by Hervé Jacquemin and Amélie Lachapelle from the University of Namur about the book Numérique et développement durable, obstacles et opportunités pour le droit. We'll then have a short networking break to welcome additional people who will come for the ceremony itself. And then at 5:30, we'll have the ceremony in presence of the Secretary of State and the Vice President of the Brussels Bar, with also a testimonial from François Bodden, who's already with us today from Parallax. And then, most important, of course, we'll have the networking drink at 6:30. All these taking place at this Belfius Tower. I'm really pleased to be welcomed by one of our founding members. Actually, you were among the 3 first members of the Belgian Institute for Sustainable IT, and it's really a pleasure to have your support and welcoming us today for all the technical and logistical aspects of this ceremony. We'll have a word from Patrick De Vis for the second part of the ceremony, so you'll hear a bit more about Belfius a bit later today. But let's go to the important stuff of the first part of the ceremony, which is with Amélie to start with. Thank you. Oui. Bonjour. Je n'ai pas l'habitude de me tenir comme ça sur une estrade et de donner cours comme si je donnais un speech. Donc, effectivement, bon, je parle déjà de cours alors qu'il ne s'agit pas d'un cours. Vous aurez compris que Hervé Jacquemin et moi-même venons de l'université de Namur. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Olivier Vergenst pour son invitation aujourd'hui à cet événement et pour l'opportunité qu'il nous donne aujourd'hui de vous présenter notre projet de recherche donc, qui porte sur le numérique et le développement durable. Donc, à l'université de Namur, avec Hervé Jacquemin, nous avons lancé déjà en janvier 2021 un projet de recherche sur cette thématique. Elle a fédéré entre 15 et 20 chercheurs autour de cette thématique. Vous savez que si vous êtes aujourd'hui réunis, c'est parce que cette thématique est pour vous importante. Et ce projet de recherche collective a donné lieu à une conférence le 1er juin dernier à la Fondation universitaire, donc à Bruxelles, à laquelle Olivier Vergeest a gentiment accepté également de participer comme modérateur. Donc je le remercie encore chaleureusement. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir travailler avec des praticiens qui viennent avec leur expertise, leur éclairage. Donc nous sommes universitaires, donc du côté de la recherche. Nous sommes davantage observateurs que praticiens. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'événement. Et ce colloque a donné lieu finalement à la publication d'un ouvrage, un ouvrage que vous allez découvrir. Regardez comme il est beau. Bleu, c'est la couleur de la collection du CRIT, notre centre de recherche, le centre de recherche Information, Droit et Société. Donc, cet ouvrage se compose de 3 parties. Donc, dans un premier temps, on pose le cadre juridique, économique, politique et philosophique de la transition écologique et de la transition digitale. Dans un deuxième temps, on revient sur les mesures qui sont prises afin de garantir à ce que les technologies aient un impact également positif sur l'environnement. Quelles sont les principales mesures, en particulier au niveau européen. Et enfin, dans un troisième temps, on analyse quelles sont les mesures qui sont prises afin de favoriser le développement technologique, l'innovation comme un vecteur de développement durable et de protection de l'environnement. Donc on ne va pas revenir, je vous rassure, sur l'intégralité des chapitres. On a fait une sélection pour revenir sur quelques chapitres de ces différentes parties.
Donc, je vais d'abord vous proposer une mise en contexte qu'on vous propose dans cet ouvrage. On vous parle ici de numérique et de développement durable. Mais qu'est-ce que le développement durable? Ça reste un concept qui est à la mode, qu'on utilise à toutes les sauces, mais est-ce que vous êtes capable de définir le développement durable? Parfois, en fait, on réalise que ça n'est pas si évident que ça, alors qu'il y a une définition qui est consacrée depuis 1987 à l'occasion du rapport Brundtland, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Eh bien, on s'est mis d'accord sur une définition sur le plan politique, et c'est une définition qui est reprise dans bon nombre de textes politiques, mais aussi juridiques. Le développement durable, c'est un processus de changement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion. Tout d'abord, le concept de besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, donc mettre l'accent sur le besoin des personnes précarisées, vulnérables. Et deuxième concept clé, c'est l'idée de limitation que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Donc, ce qu'il est intéressant de noter dans ce rapport Brundtland, au regard de notre thématique, développement durable et numérique, c'est que ce rapport accorde une grande confiance dans la technologie. On peut lire notamment que les technologies et l'organisation sociale peuvent toutes les deux être gérées et améliorer cette voie vers l'ère d'une nouvelle croissance économique. Vous voyez également que, sans surprise, on accorde également une grande confiance dans la croissance économique. Donc, à cette époque, en 1987, on présente vraiment la technologie, en ce compris les technologies numériques, et la croissance économique comme faisant partie de la solution, de cette manière d'évoluer vers un monde qui sera plus durable. À cette époque, on n'imagine pas encore vraiment, ou on n'ose pas se l'avouer, que la croissance économique et l'essor des technologies pourraient également porter préjudice à l'environnement et desservir les objectifs qui sont poursuivis sur le plan social. Depuis 1987, le concept de limitation a été approfondi par des chercheurs du Stockholm Resilience Center au travers du concept de limite planétaire qui est de plus en plus médiatisé. Donc, les chercheurs ici du Stockholm Resilience Center ont identifié 9 limites planétaires. Donc, les limites planétaires identifient les processus qui régulent la stabilité et la résilience du système terrestre. Parmi ces 9 limites planétaires, 6 auraient déjà été dépassées en 2022. On retrouve bien entendu le changement climatique, c'est la raison pour laquelle on en parle autant, mais également l'intégrité de la biosphère, donc liée à l'appauvrissement de la biodiversité. Classiquement, le développement durable englobe 3 dimensions auxquelles vous êtes sans doute accoutumés. La dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. On désigne parfois cette approche sous celle des 3 P pour People, Planet and Prosperity. Ça, c'est une approche parmi d'autres. On peut également ajouter d'autres dimensions, approche à 4 dimensions. On ajoute alors la question de la participation et de la paix, et l'approche à 5 dimensions, qui est celle adoptée notamment par l'Organisation des Nations Unies. On ajoute alors un 5e P, celui de partenariat. Le concept de développement durable, en 2015, comme vous le savez sans doute, a été opérationnalisé par l'Organisation des Nations Unies au travers d'un agenda qui identifie 17 objectifs de développement durable, les fameux ODD. Vous avez ici donc les 17 objectifs de développement durable qui ont été identifiés à cette occasion. Donc cet agenda, ça reste un instrument, une boussole. Donc ça ne doit pas être vu comme un texte obligatoire, c'est vraiment une boussole qui permet de penser le développement durable avec 17 objectifs de développement durable, 169 cibles et des indicateurs.
L'approche est dite holistique en ce sens que ce n'est pas que la responsabilité des États et du législateur d'assurer la mise en œuvre de ces 17 objectifs de développement durable, c'est notre responsabilité à tous. C'est notre responsabilité en tant qu'universitaires, en tant qu'enseignants, en tant qu'étudiants, en tant qu'agents économiques de veiller à l'implémentation, en tant qu'avocats également, en tant d'assurer l'implémentation de ces divers objectifs de développement durable à son échelle. Donc, la complexité de cette approche vient de l'interdépendance entre les différents objectifs. C'est que vous pouvez mettre en place une mesure qui sera favorable pour un ODD, mais ce au détriment d'un autre ODD. Donc tout est interdépendant, tout est lié. Exemple avec la taxe carbone adoptée en France et qui a donné lieu, par exemple, au mouvement des Gilets jaunes. C'est une taxe qui est une bonne chose sur le plan environnemental, mais elle renforce les inégalités sociales et donc elle dessert d'autres objectifs qui sont poursuivis par cet agenda. Enfin, dernier élément important, c'est que ces ODD continuent de perpétuer cette forme de dogme, de mythe technologique, à savoir que les technologies doivent être vues positivement comme des outils au service de la croissance économique et de l'inclusion sociale, et qu'ils auraient nécessairement un impact positif sur l'environnement ou nul, parce qu'on a cette croyance que le numérique est virtuel et donc il est immatériel, sans impact sur l'environnement. Donc cette approche, c'est l'approche dite IT for Green, qui est aussi défendue par l'Union européenne, et notamment dans le cadre du Green Deal, le pacte européen, le pacte vert pour l'Europe. Dans ce Green Deal, la Commission nous dit que les technologies numériques s'avèrent d'une importance cruciale pour atteindre les objectifs fixés par le pacte vert en matière de développement durable, et ce, dans une grande variété de secteurs. Donc cette croyance dans la technologie, en fait, est liée à une approche du développement durable, l'approche dite faible, qui est défendue notamment par le politique, donc à savoir assurer une conciliation entre intérêts sociaux, environnementaux et économiques. Vous voyez ici que tout est placé sur pied d'égalité. Donc parfois, sous l'effet de lobbying d'industriels, d'acteurs économiques, d'entreprises, on va mettre l'accent sur le pilier économique. Donc le pilier économique, à savoir qu'il faut donc une croissance économique pour pouvoir protéger l'environnement et assurer les objectifs sociaux. Donc, mais ça, c'est une approche. Vous avez une autre approche qui est défendue là plutôt par les militants, par les activistes, par Greta Thunberg, par exemple. Vous voyez ici qu'il y a une hiérarchie, c'est le wedding cake, le cadeau de mariage, le gâteau de mariage. On met l'accent ici sur l'environnement. L'environnement occupe une place centrale parce qu'il n'y a pas de planète B, qu'il n'est pas possible d'envisager une croissance économique, des activités économiques, des mesures d'inclusion sociale si on n'a pas une planète qui est en bonne santé. Donc ça, c'est l'approche forte du développement durable, mais qui n'est pas forcément la plus présente dans les textes politiques et juridiques à ce stade. Donc, on reproche d'ailleurs souvent à l'Union européenne d'adopter plutôt une approche faible du développement durable, en tout cas dans ses actions, puisque si on s'en tient au texte, aux déclarations, eh bien, on voit que l'approche Green IT est également bien présente. Donc, si on reprend le Green Deal précité, la Commission européenne affirme que dans le même temps, l'Europe a besoin d'un secteur numérique centré sur le développement durable. La Commission examinera également des mesures visant à améliorer les performances du secteur numérique en tant que tel dans les domaines de l'efficacité énergétique et de l'économie circulaire, et ce, des réseaux à haut débit jusqu'au centre de données et équipements informatiques. Donc vous le savez, le numérique certes est virtuel, mais ça ne signifie pas qu'il est immatériel. Donc le numérique repose sur des briques matérielles, sur des terminaux, donc nos smartphones, ordinateurs, tablettes, sur des infrastructures réseau, sur des câbles sous-marins, sur des fibres optiques et également sur des centres de données. Et tout ceci est très énergivore. Donc ça fait près de 10 ans qu'on rappelle toujours le même chiffre, mais tellement il est surprenant, que l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique serait égal ou supérieur à celui de l'aviation civile. Donc c'est un chiffre qu'on rappelle parce qu'il est percutant et que l'on sait que ce chiffre risque potentiellement de commencer d'accroître puisqu'on vit dans une société qui est digitalisée. Donc, on s'attend également, d'après les pronostics, à ce que les émissions de gaz à effet de serre liées au numérique soient supérieures également assez prochainement au secteur automobile. Donc,
cet instrument, vous le connaissez peut-être, c'est un instrument fabuleux qui est utilisé pour calculer l'empreinte environnementale des équipements informatiques en fonction à chaque fois de l'étape du cycle de vie. Donc, on identifie donc un certain nombre d'étapes qui vont de l'extraction des matières premières à la fin de vie, donc valorisation de l'équipement informatique ou élimination. Bien, au regard de cette analyse de cycle de vie, plusieurs études montrent que c'est la production des terminaux, donc de nos smartphones, ordinateurs, tablettes et autres, qui est à l'origine de la plus grande quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Et le droit dans tout ça. Vous aurez constaté que les challenges sont pour le moins nombreux pour le système juridique, d'autant plus qu'il faut garder à l'esprit que le droit moderne, tel qu'il existe aujourd'hui, est la transposition d'une vision sociétale qui est marquée par la croissance économique et par cette croyance assez positive dans les technologies. Le défi est alors celui-là, comment transposer légalement notre interdépendance, notre dépendance vis-à-vis de la nature, de l'environnement, et intégrer les 9 limites planétaires sans faire table rase du passé. Donc l'idée de conserver quand même une cohérence par rapport à notre système juridique et pas de retourner à la préhistoire, c'est pas ça du tout l'objectif. Pour y répondre, le droit doit entrer en transition, donc mettre de côté un peu cette approche qui était beaucoup trop anthropocentrée, donc centrée sur l'être humain, l'environnement est à son service, et davantage ouvrir la voie à une approche axée sur l'environnement et sa protection en tant que telle. Donc accueillir également d'autres indicateurs que celui du PIB pour calculer notamment la croissance économique, la prospérité. Vous savez que la prospérité, le bien-être d'un individu, d'une nation ne se calcule pas uniquement sur le plan économique et pas uniquement au regard de cet indicateur qu'est le PIB. Et enfin, il faut également davantage intégrer les citoyens, les consommateurs, les acteurs économiques dans l'implémentation et la définition des politiques publiques, en ce compris la protection de l'environnement. La transition semble être le mot aujourd'hui qui exprime ces solutions qui sont proposées pour faire face aux enjeux, aux challenges du développement durable. Donc la transition, c'est un mot aujourd'hui qui est de plus en plus utilisé, à la base qui est plutôt un mouvement social qu'on associe à des auteurs que vous connaissez peut-être, comme Rob Hopkins, Cyril Dion ou Pierre Rabhi, mais qui a été repris aujourd'hui par l'Union européenne, qui défend une double transition. Donc une transition numérique, mais aussi écologique. Donc cette double transition repose sur plusieurs textes phares, le Green Deal que j'ai déjà mentionné, mais aussi le package Fit for 55 que vous connaissez sans doute, qui a pour objectif d'assurer la neutralité carbone d'ici 2050, avec un objectif intermédiaire, à savoir réduire d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport au niveau de 1990. Et enfin, on a un plan industriel qui vise ici à garder une longueur d'avance dans la définition des contours de l'ère industrielle du zéro émission nette. Donc l'Union européenne, elle souhaite être un modèle et garder le lead dans ces évolutions parce qu'on sait qu'on va vers une industrie qui devrait être neutre en carbone d'ici 2050. Donc plusieurs actions sont prises et parmi ces actions, certaines actions s'inscrivent dans le Green IT et visent à instaurer une nouvelle norme, à savoir qu'au sein du marché européen, les produits devraient être durables. Ces mesures vont être exposées dans quelques instants par mon collègue Hervé Jacquemin. Merci Amélie, bonjour à toutes et à tous. Et donc effectivement, moi je vais continuer avec un premier aspect, la question du Green IT, et donc analyser les règles qui sont actuellement applicables en Belgique au niveau européen, c'est ce qu'on a fait dans l'ouvrage, et se demander si elles sont appropriées, si elles sont suffisantes pour répondre aux enjeux du numérique dans le cadre évidemment de la transition écologique. Et donc, on va analyser ces règles et on va constater que, voilà, pour un certain nombre d'entre elles, ça peut convenir, c'est suffisant pour répondre aux enjeux, mais pour la plupart, malheureusement, il y a toujours des insuffisances.
Le législateur européen en est conscient et Amélie l'a indiqué, a déposé un certain nombre de propositions qui sont en cours de discussion au sein des instances. Certaines sont d'ailleurs assez avancées et j'y reviendrai dans quelques instants. Il y a plusieurs contributions dans l'ouvrage qui portaient sur ce thème spécifique du Green IT. En réalité, c'était la moitié des contributions de l'ouvrage qui étaient sur ce thème. Alors, on ne va pas toutes les présenter, on vous renvoie vers l'ouvrage si ça vous intéresse, et on peut toujours évidemment en discuter par la suite lors de la pause. Moi, je vais vous en expliquer quatre thèmes. Alors, 2 pour brosser le cadre normatif applicable à l'éco-conception de certains produits, également la manière de donner aux consommateurs le pouvoir d'agir dans le sens de la transition écologique, et insister également en vous présentant 2 contributions sur des points plus spécifiques et plus ponctuels de 2 phénomènes. L'un qui est plutôt positif ou en tout cas prometteur, c'est le phénomène contractuel du product as a service, du produit en tant que service, et un autre qui est un peu plus contestable, c'est celui de l'obsolescence logicielle. Alors je commence avec une première présentation, une première partie de la présentation, en lien avec la contribution qui a été rédigée par Pauline Willem sur l'éco-conception des contenus et services numériques, une voie à explorer pour un monde numérique plus vert. Alors, quelle est l'idée de l'éco-conception? Elle est assez simple à comprendre, c'est de concevoir des produits durables et donc ne pas attendre du consommateur qu'il ait une attitude responsable, c'est imposer directement aux entreprises de prendre des mesures dans la conception même des produits et en voyant à long terme, évidemment, pas juste pour la fabrication, mais également la consommation d'énergie, également le recyclage, également la destruction, le cas échéant, s'il n'est pas possible de faire autrement. Et donc, il y a un texte au niveau européen qui était adopté, qui est toujours en vigueur, c'est la directive de 2009, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'actes d'exécution de la part de la Commission. Certains d'entre eux ont trait aux produits IT, aux ordinateurs et aux serveurs informatiques, ainsi qu'aux produits de stockage de données. Est-ce suffisant? À l'évidence, non, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le champ d'application de la directive est extrêmement réduit à certains produits, uniquement les produits liés à l'énergie. Alors, c'est important et dans le secteur IT, évidemment, c'est un élément clé, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà, c'est indispensable. On constate aussi que c'est surtout la consommation d'énergie, l'impact en termes de consommation d'énergie qui est visé. Or, si c'est un élément important, ce n'est pas le seul à prendre en considération. Alors, je ne dis pas que la directive n'a pas eu d'effet. La Commission considère que ça a permis de réduire de 10% la consommation d'énergie. C'est déjà ça, mais évidemment, c'est totalement insuffisant. Raison pour laquelle une proposition de règlement est actuellement en discussion et a fait l'objet d'un accord provisoire entre le Parlement et le Conseil la semaine dernière, le 5 décembre. Donc on voit que ça avance assez bien. Quels sont les principaux éléments clés de cette proposition de règlement? Bien, le premier élément positif, c'est l'élargissement du champ d'application. On va donc couvrir d'autres types de produits, donc potentiellement imposer d'autres règles. On va également prendre en considération d'autres éléments que la seule performance énergétique pour intégrer aussi la possibilité de recyclage, de réutiliser le produit, de le reconditionner, toutes les étapes finalement de la vie, de la chaîne de valeur, dit-on, puisqu'on est vraiment dans l'hypothèse d'une économie circulaire. Des informations renforcées également avec un passeport numérique du produit. Alors, est-ce suffisant? Est-ce qu'on peut se réjouir? Alors, on peut se réjouir que le texte existe, parce que pour un certain nombre de produits IT, ce sera certainement positif, mais dans la contribution, Pauline Willem s'interroge plutôt sur la couche immatérielle du numérique, plutôt les sites Internet, plutôt les contenus et les services numériques. Or,
ce n'est pas visé en tant que tel ni par la directive de 2009, ni par la proposition de règlement, parce que celui-ci se consacre et se focalise sur les produits qui sont définis comme des biens physiques. Et donc, on n'analyse pas la couche immatérielle. Or, on pourrait très bien adopter des règles pour l'éco-conception, des contenus numériques, des services numériques, et c'est la proposition qui est faite dans la contribution, avec un certain nombre d'idées qui sont défendues, me semble-t-il, de manière assez convaincante. Et donc là, on n'y est pas encore, il y a des avancées, mais je pense qu'il faudra certainement aller de l'avant en s'inspirant, par exemple, de ce qui se fait chez nos amis français, où il y a un certain nombre d'exigences qui sont imposées dans ce cadre-là. Il y a des standards qui existent aussi, donc la base existe notamment pour les sites Internet, donc autant aller de l'avant. Alors, dans la contribution que j'ai eu le plaisir de rédiger, je me suis posé la question de savoir comment on peut faire du consommateur un acteur de la transition écologique dans l'environnement numérique. Et partant du principe que les consommateurs sont plutôt volontaires, veulent participer à cette transition, mais encore faut-il leur donner les moyens de la mettre en œuvre. Et donc, j'envisage deux voies de réflexion. La première, c'est celle qui consiste à garantir un consentement éclairé du consommateur, s'assurer que quand il achète un bien, quand il souscrit à un service, il le fait en pleine connaissance de cause et il peut se tourner vers un produit qui soit le plus durable et le plus respectueux de l'environnement. Garantir également qu'en cours d'utilisation du produit, il puisse l'utiliser le plus longtemps possible et donc qu'on puisse s'assurer que, par exemple, il puisse se focaliser et se baser sur la garantie légale, qu'il puisse également invoquer le nouveau droit à la réparation des biens, tout en luttant contre l'obsolescence précoce. Alors, j'ai analysé les textes applicables actuellement au niveau belge, au niveau européen, en France également, pour s'inspirer des initiatives qui avaient été prises dans cet État. Et bon, sans surprise, on constate que le cadre normatif actuel n'est pas suffisant, mais il y a quand même un certain nombre de propositions sur la table dans le cadre du Green Deal et des mesures pour la promotion de l'économie circulaire. Quels sont les textes qui sont actuellement discutés? D'abord, une proposition de directive dont le titre est évocateur, puisque l'objectif est de faire du consommateur un acteur de la transition écologique. Comment? En l'informant davantage et en luttant contre des pratiques trompeuses. C'est un texte qui a fait l'objet d'un accord politique entre le Parlement et le Conseil au mois de septembre, et donc on peut raisonnablement s'attendre à ce que les règles soient adoptées dans ce cadre. Également, des règles en matière de réparation, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est une proposition qui était déposée plus récemment, en 2023, mais qui est actuellement en discussion et le Conseil a communiqué sa position fin novembre. Et donc là aussi, ça avance. Il y a une troisième proposition de directive en matière d'allégations environnementales, donc pour lutter contre les pratiques d'éco-blanchiment. Mais à ce niveau-là, bon, les discussions avancent, mais je pense que ce sera moins abouti. Et pour être tout à fait honnête, c'est le texte qui me convainquait le moins. Donc apparemment, je ne suis pas le seul. Alors, quelles sont les règles qui ont été proposées et comment peut-on améliorer finalement la situation? Alors, je ne vais pas tout développer, je me permets de vous renvoyer vers l'ouvrage, mais peut-être faire un focus sur 4 points. Premier élément important, c'est s'assurer que le consommateur est correctement informé pour lui permettre de s'engager en pleine connaissance de cause pour acheter un bien ou souscrire à un service le plus durable possible. Alors, il y a déjà des textes, mais qui sont trop généraux et pas suffisamment liés à la protection de l'environnement pour être efficaces. Alors, on pourrait très bien aller devant le juge, les invoquer, mais je pense qu'il faut nécessairement renforcer le cadre normatif. Ce qui est fait avec certaines propositions de directives, celles qui avancent notamment. Alors, qu'est-ce qu'on
devrait voir apparaître comme nouvelle règle en matière d'information. Une obligation d'information, notamment sur l'indice de réparabilité du bien. Tenir compte également, quand on souhaite lutter contre les pratiques trompeuses, tenir compte de la circularité, tenir compte, dans la proposition initiale, c'était l'incidence environnementale et sociale des produits. Dans le texte, dans sa dernière mouture, on parle plutôt de caractéristiques environnementales ou sociales des produits. Donc c'est sans doute un peu plus large, des exigences en termes de réparabilité, des exigences en termes de recyclage des biens, le cas échéant. Donc, pas mal de nouvelles obligations d'information, un certain nombre de pratiques qui sont déclarées trompeuses en toutes circonstances aussi pour s'assurer que le consommateur puisse se prononcer en pleine connaissance de cause. Des règles également en lien avec les labels, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de labels actuellement qui circulent et finalement le consommateur ne sait plus trop à quel sens se vouer. Et donc, des règles beaucoup plus strictes pour les labels en lien avec l'environnement, de nature à renforcer également la protection du consommateur. Alors, ça s'applique de manière générale, mais également pour les produits IT et potentiellement aussi pour les contenus et services numériques. Alors, petite incise, pour vous dire que dans le règlement MiCA, c'est un règlement sur les marchés de cryptoactifs, pour ceux qui s'intéressent à la matière, il y a quand même aussi une petite référence à la protection de l'environnement, puisqu'on sait que les méthodes de validation dans la blockchain peuvent être très consommatrices d'énergie, avec des serveurs qui tournent pour faire des calculs assez complexes. Et donc, il y a l'obligation maintenant, en tout cas, d'informer sur cet impact. Alors, c'est un très petit pas, mais bon, voilà, au moins, il a le mérite d'avoir été fait. Autre volet intéressant, c'est l'interdiction du greenwashing. Voilà. On constate évidemment que dans un certain nombre de cas, le consommateur s'engage parce qu'il est trompé. Il pense acheter un bien qui est écologique, vert, neutre en carbone. C'est l'allégation environnementale et en réalité, ça ne l'est pas nécessairement, ou en tout cas, ce n'est pas justifié. Il n'y a pas de règles strictes qui ont été suivies pour s'assurer que c'est effectivement correct. Alors, il y a déjà des règles sur lesquelles on peut se baser, notamment des dispositions d'autorégulation qui sont assez intéressantes, mais voilà, elles sont sans doute insuffisantes en la matière, et donc pas mal de modifications qui ont été imposées, notamment l'exigence, si on fait une allégation environnementale générique, donc par exemple dire que le produit IT est vert ou qu'il respecte l'environnement, de s'assurer que celui-ci respecte les plus hauts standards au niveau de la performance environnementale. Et donc, il y a des exigences assez fortes, notamment en termes de vérification et l'obligation d'être en mesure de démontrer concrètement qu'on a fait des études pour asseoir finalement les affirmations que l'on fait. Donc là aussi, on voit que ça avance dans le bon sens. Autre nouveauté, également en discussion, c'est la mise en place d'un droit à la réparation au bénéfice des consommateurs dans cette proposition de directive. Donc, c'est bien évidemment de pouvoir invoquer la garantie commerciale, mais ça vaut pendant une certaine période. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, un droit à la réparation du consommateur, ce qui veut dire une information correcte en la matière, mais également la possibilité de trouver finalement des réparateurs. Et donc, dans la proposition, on prévoit la mise en place d'une plateforme où on peut trouver des réparateurs compétents, où on peut savoir quel est le prix. Donc, pas mal de choses qui vont vraiment dans le bon sens pour renforcer la protection et garantir une réparation plus longtemps finalement que la seule durée de la garantie légale de 2 ans. Donc, ça vaut pour un certain nombre de produits et également pour les produits IT. Garantie commerciale de conformité, j'en ai déjà parlé, c'est la garantie de 2 ans pour les biens. Pour les contenus et les services numériques, c'est aussi longtemps que le contrat est en vigueur de manière générale. Bon, il y a des exceptions, mais voilà, c'est globalement ça qu'il faut retenir. Donc, ça va également dans le sens d'un renforcement de la protection dont les consommateurs peuvent bénéficier. Mais voilà, on peut se demander ce qui se passe en cas de non-respect par l'entreprise de ces exigences, en cas de non-conformité. Alors, s'agissant des biens, pour le moment, le consommateur a le choix entre
soit la réparation, soit le remplacement du bien. Alors, on imagine facilement que d'un point de vue environnemental, c'est préférable de réparer le bien plutôt que le remplacer, puisque ça évite de produire un nouveau bien et ça permet aussi d'allonger la durée de vie. Alors, dans la proposition de la Commission, l'idée était de mettre la priorité sur la réparation plutôt que sur le remplacement, ce qui est positif, ce qui avait été accueilli évidemment très positivement, mais dans la position du Conseil, donc qui date de fin novembre, le 22 novembre dernier, on voit que le législateur européen, le Conseil en tout cas, veut conserver la possibilité pour le consommateur de choisir entre l'une et l'autre possibilité. Donc ça recule par rapport à ce qui était prévu par la proposition de la Commission et ça met en lumière en réalité la difficulté qui a déjà été évoquée par Amélie, la difficulté de mettre en balance des objectifs qui sont parfois contradictoires. On a la protection du consommateur. Pour protéger le consommateur, de manière à court terme, l'idée, c'est de lui donner le choix entre la réparation et le remplacement. Si on veut par contre protéger l'environnement et indirectement protéger quand même aussi le consommateur et les enfants des consommateurs à plus long terme, il faut peut-être se focaliser sur l'un des deux. Et donc, il y a des équilibres à trouver qui ne sont pas faciles. Ça se rencontre également quand on discute de la possibilité de revoir éventuellement le droit de rétractation. Vous avez peut-être entendu certaines discussions. C'est que le droit de rétractation du consommateur, quand il achète à distance, ça implique que parfois, pour des biens de très faible valeur, on va les renvoyer à l'entreprise. Et donc, ça va avoir un coût environnemental, un impact négatif. Ce qu'il ne faudrait pas l'exclure dans certains cas. Mais de nouveau, on est avec deux objectifs. L'objectif de protection du consommateur, lui donner le droit de rétractation le plus large possible, ou la protection de l'environnement, et donc restreindre le droit en la matière. Et donc, des discussions, des arbitrages à faire en la matière. Je passe maintenant aux deux autres contributions qui étaient plus spécifiques. La première sur la lutte contre l'obsolescence logicielle, et c'est une contribution qui a été rédigée par Pauline Limbré. Alors, quelle est l'analyse dans cette contribution? D'abord, s'interroger sur la notion même d'obsolescence logicielle. Alors, l'idée, c'est que on a un produit IT, un smartphone, par exemple, et suite à une mise à jour défectueuse ou en retard ou éventuellement qui pose un certain nombre de difficultés, le bien ne peut plus être utilisé dans toutes les fonctionnalités initiales. Et donc, c'est l'obsolescence finalement du bien qu'on va devoir revendre ou laisser dans un tiroir, le smartphone, pour en acheter un nouveau qui sera plus adapté parce que celui qu'on avait ne fonctionnait plus ou fonctionnait très lentement suite à la dernière mise à jour du système d'exploitation, par exemple. Comment lutter contre ce phénomène? Alors, Pauline Limbré analyse un certain nombre de textes susceptibles de s'appliquer dans cette hypothèse et elle se demande s'ils sont efficaces et s'il faudrait, le cas échéant, les amender. Elle analyse la directive sur l'éco-conception dont je vous ai parlé tout à l'heure. Effectivement, on pourrait concevoir les produits de manière telle à éviter ce type de difficultés, mais on l'a vu tout à l'heure, ça s'applique aux biens physiques et pas à la couche immatérielle, à la couche logicielle. Et donc, ce n'est pas totalement adapté. Alors, ça peut être utile dans certains cas, mais ce ne sera probablement pas suffisant, en tout cas tant que la directive et la proposition de règlement restent limitées aux biens. La directive sur les droits des consommateurs pourrait également être invoquée, et principalement les propositions de la Commission qui vont dans le bon sens et qui encadrent la notion de mise à jour logicielle. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que dans les derniers textes, on constate que la mise à jour ne se limite plus aux mises à jour nécessaires pour garantir la conformité, mais porte également sur des mises à jour qui seraient plutôt fonctionnelles. Donc, quand vous recevez une mise à jour d'Apple sur votre iPhone, il y a un certain nombre de corrections de failles de sécurité, c'est plutôt des mises à jour qui visent à garantir la conformité, qui sont nécessaires à la conformité, mais il y en a d'autres qui sont plutôt là pour les aspects fonctionnels, pour ajouter une nouvelle fonctionnalité
nouvelle fonctionnalité qui n'est pas absolument indispensable, mais qui peut être utile. Et donc, des obligations d'information renforcées en la matière pour dire quand les mises à jour nécessaires ou fonctionnelles seront mises en place, et également l'interdiction pour les entreprises de retenir les informations, de ne pas communiquer une information en lien avec l'incidence négative potentielle de ces mises à jour, puisque c'est ça le problème principal. On installe la mise à jour et après, le bien n'est plus suffisamment fonctionnel. Et donc, dans la directive sur les pratiques commerciales déloyales, telle qu'elle devrait être révisée, on trouve maintenant des interdictions d'un certain nombre de pratiques qui conduiraient justement à l'entreprise à mettre des mises à jour en place sans indiquer quelles sont les conséquences négatives, à la fois pour l'utilisation du bien, mais également pour les autres contenus et services numériques. Des obligations également en lien avec la garantie de conformité, qui vaut également pour les contenus et les services numériques. Donc ça, c'est plutôt positif. Tant que vous utilisez le contenu et le service, vous bénéficiez normalement d'une garantie de conformité, en tout cas pour les mises à jour nécessaires, les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité. Et donc, ça va également dans le bon sens d'un renforcement de la protection des consommateurs. On pourra encore aller plus loin dans la mesure où, en fait, les obligations reposent sur le vendeur. Or, ce n'est pas nécessairement le vendeur du smartphone que vous avez pu acheter dans un magasin d'électroménager qui sera celui qui fournira les mises à jour. Donc, parfois, il y a un gap entre les deux, une différence. Et donc, il faut sans doute agir à ce niveau-là. Mais en tout cas, on constate qu'il y a pas mal de nouveautés. Et d'ailleurs, entre le moment où l'article et la conférence ont eu lieu, c'est-à-dire au mois d'avril pour la rédaction des articles et juin pour la conférence, et maintenant, il y a pas mal de modifications, d'ailleurs, qui vont dans le sens de ce qui était en attente. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est un modèle contractuel qui est en train de se développer et qui potentiellement peut être intéressant dans la perspective d'un numérique plus responsable et d'une transition écologique. C'est le phénomène des produits en tant que service. Voilà, vous ne connaissez peut-être pas l'expression, mais vous l'avez certainement déjà expérimenté. L'idée, c'est de remplacer, par exemple, l'acquisition d'un bien par l'utilisation de celui-ci avec des services à valeur ajoutée. Exemple, plutôt que d'acheter une voiture, vous allez utiliser un service de mobilité en utilisant une voiture mise à disposition pendant un certain nombre de kilomètres ou un certain temps. Ça dépend un petit peu des services. Même chose avec les vélos, même chose avec toute une série de choses, même des électroménagers maintenant qui peuvent être fournis dans ce cadre-là. Donc il y a toute une série de modèles où on remplace, si vous voulez, la vente par l'utilisation. Alors, ce n'est pas nouveau, vous allez me dire, ça existe depuis des années, avec le leasing notamment. Oui, effectivement, et je ne pense pas qu'à l'époque, ils avaient des préoccupations environnementales en tête. C'était plutôt un modèle économique qu'ils voyaient intéressant, mais ça peut être intéressant pour poursuivre les objectifs de l'économie circulaire. C'est d'ailleurs dans le plan de la Commission un des exemples qui est donné, et donc c'est intéressant d'explorer cette voie, ce que Lisanne Denis a fait dans sa contribution. Et donc, elle pointe notamment l'intérêt d'avoir un bien qui sera suivi tout au long de son cycle de vie par un fournisseur qui veillera normalement à ce qu'il soit bien entretenu, qu'ensuite il puisse durer, et que grâce à cela, plutôt, il puisse durer le plus longtemps. Donc, c'est vraiment un élément positif en la matière. On utilise beaucoup le numérique par des applications, par des systèmes d'Internet des objets pour s'assurer qu'au final, le bien puisse évoluer correctement. Et donc, c'est un modèle qui est sans doute prometteur dans certaines conditions. Évidemment, si après les 2 ans ou 3 ans d'utilisation du bien par une personne, le fournisseur décide de s'en débarrasser, de le jeter, évidemment, là, on n'a pas du tout atteint les objectifs attendus. Donc, prometteur, mais prudence néanmoins par rapport à cela. Voilà. Et je relaisse la parole à Amélie pour poursuivre sur ce thème.
Donc, je reprends donc effectivement la parole pour vous parler d'intelligence artificielle. Donc, au regard de l'actualité récente, il est difficile de parler de numérique sans parler d'intelligence artificielle. Et ici, bonne nouvelle, c'est que nous avons un chapitre qui est expressément dédié à l'intelligence artificielle dans notre ouvrage, le chapitre 8, l'intégration des enjeux environnementaux au sein des politiques de l'UE portant sur les technologies numériques, chapitre rédigé par Camille Bourignon. Donc, sur le plan des principes, il faut ici rappeler un principe phare au niveau de la politique européenne en matière environnementale, c'est le principe d'intégration qui est logé à l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en ce compris numérique. Donc, il en résulte, d'après Camille Bourignon, une forme d'éco-conception du droit du numérique. Et donc, pas uniquement l'éco-conception des produits numériques telle qu'elle vient d'être expliquée par Hervé Jacquemin, mais également une éco-conception du droit du numérique, des politiques telles qu'elles sont adoptées par le législateur européen. Qu'en est-il de l'AI Act ? Vous savez, sans doute, ce règlement est actuellement encore un projet de règlement, mais les choses évoluent. Vous aurez peut-être entendu dans la presse une étape assez importante, puisque dans la nuit du 8 au 9 décembre 2023, un accord a été pris entre le Parlement européen et le Conseil sur ce règlement relatif à l'intelligence artificielle. Et donc là, il y a quelques évolutions entre le texte du chapitre, le chapitre 8, et le texte actuellement sur la table. Et j'ai tenté d'actualiser les choses, tout en sachant que le texte actuellement n'est pas encore à notre disposition. Donc je me suis basée sur les quelques fuites dans la presse et dans les communiqués de presse des instances européennes. Donc quels sont les objectifs poursuivis par l'AI Act ? Eh bien, il s'agit ici de réguler l'intelligence artificielle pour s'assurer de n'avoir au sein du marché européen que des systèmes d'intelligence artificielle dignes de confiance, c'est-à-dire respectueux des droits fondamentaux et des valeurs de l'Union. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'agit de la condition sine qua non du marché européen. Respecter les droits fondamentaux et les valeurs européennes génère de la confiance dans le chef des consommateurs, dans le chef des entreprises, dans le chef des investisseurs. C'est vraiment la clé pour pouvoir permettre au marché européen d'avancer sur le plan de l'intelligence artificielle. Et l'environnement dans tout ça ? Eh bien, dans l'impact assessment, donc dans l'analyse d'impact, il y a une référence à l'environnement et au développement durable, mais sans surprise, on met l'accent sur son impact positif au regard d'un article paru dans la revue Nature. Cet article démontre que les systèmes d'intelligence artificielle sont capables d'aboutir à la réalisation de 134 cibles parmi tous les objectifs de développement durable, permettant ainsi de trouver des solutions aux problèmes de réchauffement climatique, à la réduction de la pauvreté. L'intelligence artificielle pourrait améliorer la santé, la qualité et l'accès à l'éducation, ou pourrait encore rendre nos villes plus sûres et plus green, plus écologiques. Donc vous voyez qu'on est encore ici dans ce dogme technologique. Les technologies sont vraiment favorables et vont permettre de soutenir, vous vous souvenez de cette illustration, les 3 dimensions du développement durable. Le pilier économique, puisque l'intelligence artificielle soutient la croissance économique. Le pilier social, il permet notamment de réduire la pauvreté et donc de répondre à l'ODD 1. Mais l'intelligence artificielle permettrait également de répondre à d'autres objectifs, les 3, 4 et 11. Et sur le plan environnemental, je vous disais que d'après cet article paru dans Nature, il permettrait également de trouver des solutions au changement climatique. Il s'agit de l'objectif de développement durable 13. Mais vous le savez, l'intelligence artificielle a également un impact négatif au regard de ces différentes dimensions. L'intelligence artificielle mobilise des ressources informatiques très importantes, des jeux de données, des techniques d'apprentissage telles que le machine learning, qui supposent de faire des tests et des entraînements. D'où la question suivante qui est posée par Camille Bourignon dans son chapitre. Est-ce que l'AI Act, finalement, ne vise pas le développement d'une technologie qui serait polluante sur le sol européen ?
Elle donne à cet égard une illustration, donc à savoir que le volume de CO2 émis par un seul entraînement de GPT-3, donc qui est un langage, le langage Generative Pre-trained Transformer, est équivalent au volume de CO2 émis par 49 voitures en un an, sachant que les systèmes d'intelligence artificielle, avant d'être opérationnels, supposent une série d'entraînements, donc environ 1000 entraînements. L'IA a donc un impact également négatif et il faut en tenir compte au regard de ces enjeux de développement durable. Donc sur le plan économique, il entraîne parfois un renforcement des inégalités, ce qui est contraire à l'objectif 10. Je ne reviendrai pas sur la traite des êtres humains, ce compris des enfants, dans le cadre de l'extraction des matières premières en Amérique latine ou en Afrique. Sur le plan social, on peut noter par exemple l'apparition de pathologies liées au développement des technologies. Et enfin, sur le plan environnemental, je l'ai rappelé, l'intelligence artificielle mobilise également des ressources importantes. Dans l'article, Camille Bourguignon, au regard de ce principe d'intégration, va adopter deux approches. Une approche dite intégrative. Est-ce que les dispositions ici intègrent en soi la protection de l'environnement? Est-ce que le législateur, peut-être, a le courage d'encourager certaines technologies, certains systèmes d'intelligence artificielle au regard de ces risques par rapport aux besoins des plus démunis, et est-ce qu'il a le courage également d'encourager les technologies qui seraient favorables? C'est ici la forme d'éco-conception du droit du numérique que je mentionnais tout à l'heure, et l'intégration positive, à savoir est-ce que les dispositions visent explicitement à réduire l'impact environnemental des systèmes d'intelligence artificielle. Cela rejoint ici l'éco-conception du produit de la technologie en tant que telle. Qu'en est-il de l'intégration négative? Une analyse d'impact a été réalisée en amont, et cette analyse d'impact porte notamment sur les impacts environnementaux directs et indirects, positifs et négatifs des mesures qui sont proposées par rapport à ces systèmes d'intelligence artificielle. Mais Camille Bourguignon ici est plus que déçue, puisque déjà sur la forme, on peut observer que la place qui est réservée à l'environnement, c'est juste une page et demie, qui a des résultats, mais qui ne sont fondés sur aucune méthodologie, aucun référentiel en particulier. Et les résultats, les conclusions sont assez positives, mais parfois sont un peu naïves. À savoir qu'on constate par exemple que les exigences en amont donc, sont renforcées par rapport à ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça va amener à une augmentation potentielle de la consommation d'énergie, mais cela va servir l'efficience de ces systèmes d'intelligence artificielle de telle sorte que l'impact sur l'environnement ne sera pas finalement si négatif que ça. Autre élément, c'est que avec ce règlement, on encourage les systèmes d'intelligence artificielle et donc on encourage leur développement. Donc ils vont potentiellement se développer. Mais ce que note l'analyse d'impact, c'est que ces systèmes d'intelligence artificielle, ils sont bénéfiques pour l'environnement. Ils ont un impact positif. Donc c'est pas grave finalement si ça se multiplie, puisqu'ils servent la cause environnementale. Donc ce sont des conclusions qui sont assez naïves, d'autant plus qu'elles ne reposent pas, comme je vous le disais, sur une méthodologie approfondie. Qu'en est-il de l'intégration positive? Donc le règlement d'intelligence artificielle repose sur une approche basée sur les risques, risk-based approach. Donc à savoir que plus le risque est important et plus l'encadrement juridique sera important. Donc le législateur européen identifie ces 4 catégories de risques. Vous avez les risques inacceptables. Donc les systèmes d'intelligence artificielle qui présentent des risques inacceptables sont purement et simplement interdits en Europe. C'est le cas par exemple de la notation sociale, du scoring à la chinoise. Il est interdit en Europe de noter les comportements et les attitudes des citoyens. Deuxième catégorie, ce sont les hauts risques. Les systèmes d'intelligence artificielle qui présentent des hauts risques parce qu'ils portent potentiellement atteinte aux droits fondamentaux, à la santé ou à la
sécurité. Les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque sont soumis à des obligations renforcées, donc une évaluation de la conformité avant la mise sur le marché et une évaluation durant tout le cycle de vie. Donc la question qui se posait à l'époque dans le chapitre, c'est de savoir est-ce que les systèmes d'intelligence artificielle qui ont un impact négatif sur l'environnement, est-ce que ce ne seraient pas des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque dès l'instant qu'ils ont un impact potentiel sur les droits fondamentaux, sur le droit à un environnement sain qui est un droit fondamental. Donc c'est une analyse qui est proposée par Camille Bourignon et bonne nouvelle, c'est que dans le texte actuellement sur la table, eh bien, on est venu rajouter explicitement cette question environnementale. Donc, à l'heure où je vous parle, le règlement présente les systèmes d'intelligence artificielle qui ont un impact sur l'environnement comme des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque et donc ils sont soumis à ces obligations d'évaluation de la conformité avant la mise sur le marché, donc d'une forme d'éco-conception telle qu'elle a été évoquée par Hervé Jacquemin, ainsi qu'une évaluation également au cours du cycle de vie. Camille Bourignon revient également dans son article sur 2 mentions expresses par rapport à l'environnement, mais qui sont largement insuffisantes. L'article 62, paragraphe 2, encourage à l'élaboration par les fournisseurs de codes de conduite intégrant des exigences liées à la durabilité environnementale. Vous constatez qu'on est toujours ici dans une démarche volontaire, et la démarche volontaire, bon, elle s'épuise un peu. Cela fait 30 ans que le droit de l'environnement est soft, est fait de recommandations, de déclarations, d'encouragement à des codes de conduite, à intégrer volontairement la préoccupation environnementale. Mais on constate à l'heure actuelle que ça n'est plus suffisant et peut-être qu'il faudrait être davantage contraignant. La deuxième mention express qui est formulée à l'égard de l'environnement est la suivante, c'est l'obligation de notification à l'autorité compétente de tout incident grave, notamment l'atteinte grave à l'environnement concernant un système d'IA à haut risque. Pourquoi cela semble ici insuffisant ? Eh bien, parce que on notifie à l'autorité compétente l'incident une fois qu'il a eu lieu, une fois que l'atteinte à l'environnement a déjà eu lieu, une fois que le système d'intelligence artificielle a déjà été mis sur le marché. Mais cette critique, elle me semble atténuée par le fait que désormais, les systèmes d'intelligence artificielle qui portent potentiellement à l'environnement, seraient explicitement des systèmes d'intelligence à haut risque soumis aux obligations que je vous ai expliquées préalablement. Troisième mesure qui est ajoutée à l'occasion du texte donc tel qu'il se présente actuellement, c'est l'obligation de rendre compte à la Commission européenne des incidents graves et de l'efficacité énergétique des systèmes d'IA à usage général présentant un risque systémique qui répondent à certains critères. Donc on voit que peu à peu, la dimension environnementale a pu être accueillie dans le texte et qu'on met l'accent ici sur l'efficacité énergétique des systèmes d'IA, puisque l'idée est bien de renforcer l'efficience de ces systèmes et non pas d'amener à une plus grande sobriété de la part du consommateur européen. On n'est pas du tout dans une logique de sobriété, on est davantage dans une logique d'efficience et d'efficacité. Donc je vois que le timing risque d'être explosé si je poursuis. C'est l'avantage quand on présente un ouvrage, c'est qu'on peut vraiment renvoyer ici à l'ouvrage. Donc si vous êtes intéressé par la problématique de la démocratie environnementale, donc la démocratie environnementale qui vise à accorder des pouvoirs, des droits aux citoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes assurer la défense de l'environnement, cela passe par la transparence environnementale notamment. C'est le droit qui est en particulier approfondi dans l'ouvrage par Alejandra Michel et Manon Knockaert, qui font le point sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que sur le cadre de l'Union européenne, en abordant la question de la public, autrement dit l'open data. Donc je cède tout de suite donc la parole à Hervé pour qu'il puisse alors tout simplement conclure. Voilà, merci beaucoup Amélie. Voilà, désolé qu'on n'ait pas pu aller au bout des choses, mais c'est vrai que voilà, le temps passe assez vite et donc on vous renvoie évidemment à l'ouvrage si vous souhaitez approfondir certains éléments. Alors, pour conclure, ce qu'on constate, c'est donc qu'il y a un certain nombre de textes légaux et réglementaires qui sont déjà utiles dans la perspective que l'on développe, Green IT, IT
for Green. Donc, je pense qu'on peut déjà se baser sur les textes, un certain nombre de propositions sur la table également qui vont dans le bon sens, qui globalement, évidemment, pourraient être améliorées. On propose d'ailleurs des modifications, donc évidemment que ça peut toujours être mieux, mais je pense que c'est positif qu'il y ait ce mouvement qui était enclenché. Et c'est vrai que la Commission a déposé pas mal de textes en la matière. À quel niveau réguler? Nécessairement, il faut réguler au niveau le plus haut possible et donc de préférence au niveau européen. Ça n'a pas vraiment de sens de réguler au niveau national, même si les propositions nationales sont aussi intéressantes, comme celle en France, puisque ça permet aussi de tester finalement un certain nombre d'idées. Alors, on a besoin du droit, évidemment, on a besoin aussi d'autres disciplines. Et je pense que dans cette matière, comme dans d'autres, finalement, il faut nécessairement des réflexions pluridisciplinaires. Il faut que les juristes se mettent autour de la table avec les ingénieurs. Bon, ça a été évoqué il y a quelques instants, mais pour calculer l'impact environnemental, il faut se mettre autour de la table avec des sociologues, des anthropologues, des philosophes, parce qu'on va sans doute devoir modifier un certain nombre de pratiques bien établies liées à l'utilisation du numérique. Et donc, il faut dialoguer et essayer de trouver la meilleure manière de faire. Ce ne sera pas toujours facile parce qu'il faudra sans doute faire des arbitrages. On a déjà parlé tout à l'heure, protection de l'environnement, protection du consommateur. Parfois, aller vers le tout numérique permet d'éviter des déplacements, mais ça a aussi un impact pour les personnes qui souffrent de fractures numériques. Et donc, voilà, il y a plein d'enjeux à intégrer dans la réflexion et c'est évidemment des questions qui seront encore suivies par le CRIS de l'Université de Namur et n'hésitez pas évidemment à suivre la publication des travaux en la matière. Alors, on a besoin du droit, mais on a besoin aussi d'acteurs impliqués, d'entreprises impliquées et je crois que voilà, le fait que vous soyez là aujourd'hui, que l'Institut ait été créé, que ce soit la 4e cérémonie de signature de la charte, finalement, ça montre que ça va dans le bon sens à ce niveau-là. Et voilà, on remercie encore les organisateurs pour l'invitation. Je pense que c'est l'exemple qu'il faut suivre et vers lequel il faut aller. Merci beaucoup de votre attention. Je voudrais encore remercier Hervé Jacquemin et Amélie Lachapelle pour l'excellente présentation qu'ils ont faite. Je suis désolé pour la petite accélération à la fin, mais je vous conseille réellement d'aller lire le livre du CRIS, qui est vraiment très intéressant. Vous avez vu qu'il y a une analyse vraiment poussée. Je suis toujours impressionné de voir à quel point justement le droit est présent dans chacun de nos gestes quotidiens. Vous prenez le train, vous achetez un livre, vous faites n'importe quoi, c'est un contrat. Vous achetez des choses importantes pour une entreprise, il y a du contrat, il y a du juridique derrière. Évidemment, vous faites une bêtise, il y a à ce moment-là tout ce qui est tribunaux et autres. Dans le numérique, le gros avantage qu'on a pour le numérique responsable, c'est qu'on commence à avoir des réglementations qui soutiennent ce qu'on essaye de faire. Je suis convaincu que malheureusement, on n'irait pas très loin sans les réglementations plus contraignantes pour faire bouger les choses aujourd'hui, on s'en rend compte. Et donc, le fait d'avoir eu cette introduction à ce livre que je vous conseille de voir plus en détail était vraiment très intéressante et vous allez voir la suite des interventions aujourd'hui seront toujours orientées sur ces aspects juridiques liés au numérique.